Ouvrons le débat sur les conséquences, la bataille des idées, le duel. Je vous en prie, rejoignez-nous, Eugénie Bastier, sur ce plateau. Duel des idées avec Eugénie Bastier qui remplace Luc Ferry ce soir et Danny Cohn-Bendit qui est avec nous en direct. Bonsoir, Danny Cohn-Bendit. Bonsoir. Merci beaucoup à vous d'être là. Bienvenue Eugénie Bastier. Bonsoir. Merci de remplacer provisoirement Luc Ferry. Bon rétablissement à lui. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Voilà. Et merci de vous opposer, en tout cas discuter avec Danny Cohn-Bendit. Il y a vraiment deux mondes. Ce sera très intéressant de vous entendre. Vous, comment vous décrire? Catholique, conservatrice? Ça vous va? Ça me va, oui. Catholique, conservatrice. Comment vous définissez Danny Cohn-Bendit avec le temps? Je me définis pas. Je suis comme je suis. Deux mots. Non. Toute définition est réductrice. Alors allons-y, l'intervention de Vance, le vice-président américain, qui a été ce coup de tonnerre, ce coup de canon tiré sur le territoire européen. Quand on revoit les images, là, toute cette salle d'Européens sidérés, est-ce que c'est pour vous un discours historique dans le bon ou le mauvais sens du terme? Eugénie Bastier, vous avez sur Twitter dit, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ce discours. Écoutez, oui, je l'ai trouvé intéressant à plusieurs titres parce qu'il est venu rappeler à des dirigeants européens qui l'ont parfois oublié ce qui était au fondement de la démocratie, c'est-à-dire le peuple d'une part et la liberté de l'autre. Alors évidemment, on pourrait lui faire un reproche en hypocrisie parce que on peut dire que Donald Trump lui-même ne respecte pas forcément la liberté d'expression aux États-Unis, mais n'empêche que sur le fond, si on se tient à ce discours sur le fond, j'ai trouvé qu'il avait marqué des points parce qu'effectivement, on a aujourd'hui des dirigeants européens qui ne tiennent pas forcément compte de la volonté populaire, notamment, et on va sans doute y revenir, sur la question de l'immigration et sur la question de la liberté d'expression. Je pense qu'il a raison de dire que la liberté d'expression est en déclin et en recul sur notre continent. Ça a été montré d'ailleurs à travers diverses études qui ont montré que les lois encadrant la liberté d'expression ne cessaient d'exploser dans tous les pays européens. Et je trouve, moi, c'est une inquiétude en tout cas qui me traverse en tant qu'européenne, en tant que conservatrice. On va entendre ces différents chapitres, mais le premier regard, vous aussi, Danny Cohn-Bendit. Oui, je crois. Alors, je suis à l'opposé de ce qu'il vient de dire. Je crois que la position de M. Vance sur la démocratie est adémocratique. Et c'est quand même lui qui a déclaré que la justice n'est pas là pour contrôler le pouvoir et que la justice n'est pas là pour contrôler la volonté du peuple. Alors la volonté du peuple, c'est pour lui la majorité. Et je crois que le fondement de nos démocraties, c'est l'état de droit. Et l'état de droit, c'est justement la séparation des pouvoirs et que ce n'est pas la majorité qui a toujours raison. Et ça c'est évident. Si on fait ce que le peuple veut, eh bien, François Mitterrand n'aurait jamais pu faire l'abolition de la peine de mort. Si on fait ce que le peuple veut, Madame Merkel l'a fait, elle est sortie du nucléaire parce qu'après Fukushima, 70% des Allemands étaient pour la sortie du nucléaire. Est-ce que les 70% des Allemands avaient raison? Non, peut-être. Donc la volonté populaire, pour moi, n'est pas la seule définition de l'action démocratique d'un gouvernement. Écoutez, voilà. Moi, il me semble quand même que... Je trouve... Oui. Allez-y, madame. Non, je ne vais pas vous interrompre. Mais il me semble... C'est ce que vous faites. Alors, Eugénie Bastier, allez, pas trop de politesse. Vous vous enchaînez très naturellement. Allez, Eugénie Bastier. Non, mais il me semble que la démocratie, effectivement, a deux composantes. Elle a une composante qui est quand même la volonté populaire, c'est-à-dire le fait pour les gouvernés de choisir leurs gouvernants et de leur imposer des décisions. Et effectivement, la protection des droits individuels. Sauf qu'aujourd'hui, en Europe, on est allé trop loin dans le sens de la protection des droits individuels, quitte à oublier justement le fondement de la démocratie populaire. On l'a vu avec le traité. En 2005, par exemple, il y a eu un référendum sur la Constitution européenne. Les Français ont dit non et on a continué à amplifier les institutions européennes en dépit de ce non. On a marché sur ce référendum populaire. Et je pense que ça a traumatisé effectivement beaucoup de nos concitoyens. Je veux vous interrompre parce que là encore, vous dites quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Évidemment, les Français ont dit non au projet constitutionnel. Mais Nicolas Sarkozy, et vraiment, c'est plutôt votre tasse de thé que la mienne, Nicolas Sarkozy, pour être... mais a dit pendant sa campagne électorale, si je suis élu, mais vous savez bien qu'une campagne électorale ne se joue pas là-dessus. Mais là, c'est pas vrai, madame. La campagne électorale, c'est aussi... Ne dites pas n'importe quoi.
ne dites pas n'importe quoi. La campagne électorale de Nicolas Sarkozy, une des composantes était « si je suis élu, je reviens avec un projet intergouvernemental sur le projet constitutionnel », ce qui a donné le traité de Lisbonne. Il n'a pas pris les gens par derrière. Il leur a dit « je ferai ça ». Ils lui ont donné la majorité absolue. Il avait la majorité absolue à l'Assemblée et il a donc été l'expression d'une majorité politique qui lui a permis de faire ça. Qu'on soit d'accord ou pas, mais ne disons pas que c'était adémocratique. Disons que ça ne vous plaît pas, madame. Si aujourd'hui la majorité des Français était contre la peine de mort, c'est juste qu'on ne réinstalle pas la peine de mort. Si madame, vous étiez contre le mariage pour tous, c'est juste que même si les Françaises et les Français étaient contre le mariage pour tous, qu'on garde le mariage pour tous. Pour le mariage pour tous dans leur écrasante majorité, et ils sont effectivement pour la peine de mort. Aujourd'hui, madame, aujourd'hui, au début, les Français n'étaient pas pour l'avortement. Ce sont les femmes qui se sont débattues pour qu'il y ait une majorité. C'est quand même important de temps en temps de respecter ce que veut le peuple en démocratie. Pardon. Attendez, madame, vous pouvez dire ce que vous voulez, laissez-moi finir. Mais je vous dis simplement que si... Non, vous intervenez en m'interrompant, donc vous ne laissez pas finir. C'est pas la peine de sourire, alors. C'est pas juste. Allez, donc, restez, franchement, il n'y a pas raison de s'énerver, là, franchement. Permettez-moi. Pas, je suis très calme. Permettez-moi de vous interrompre. Monsieur le syndicaliste. Allez-y. Là, en studio, laissez-moi juste finir ma phrase. Je dis simplement que il y a des situations où les majorités changent. Et que les études d'opinion donnent un état d'esprit et que les politiques surmontent cet état d'esprit. Il y a plusieurs, mais ça va dans tous les sens. Je répète, par exemple, le général de Gaulle fait une proposition en 69 très intéressante. Vous voyez, je suis pas partidaire, hein. Je parle du général de Gaulle, qui est plutôt votre tasse de thé et pas la mienne. Le général de Gaulle fait une proposition très intéressante d'une réforme du Sénat et des régions. Il perd un référendum, mais pas là-dessus. Simplement sur le post-68A. Donc, et Eugénie Bastier, regardez, d'abord, première chose, vous pouvez, Eugénie Bastier, regarder la caméra 9, vous êtes nouvelle venue, comme ça vous avez bien Dany Cohn-Bendit dans les yeux, comme ça vous l'aurez tout à fait dans les yeux. Vous avez vu le jeu, et c'est moi, on tape sur moi, je suis là, le bouc émissaire, donc chacun est libre de me taper, mais pas entre vous. Vous êtes un parfait syndicaliste. Voilà, merci beaucoup. Chez vous, c'est un compliment, je le sais bien. Est-ce qu'il y a chez vous, au-delà de ça, l'idée qu'il se passe là quelque chose, un souffle, bon ou mauvais, hein. Lisons ce que dit Vance exactement sur la peur. Selon lui, les élites actuelles ont peur du peuple. Il dit « La démocratie repose sur le principe sacré selon lequel la voix du peuple compte. Il n'y a pas de place pour les pare-feux. » Il veut dire qu'il ne faut pas faire des pare-feux contre des partis comme l'AFD, le RN ou autres. Comme l'a dit un jour le pape Jean-Paul II, à mon avis, l'un des plus extraordinaires défenseurs de la démocratie sur ce continent ou sur tout autre, n'ayez pas peur. Le fameux « n'ayez pas peur » de Jean-Paul II en 78, une grande partie des gens ont dit voilà, il y avait un souffle nouveau. Est-ce que vous ressentez ça ? Oui, mais enfin. Je peux vous dire quelque chose. Je peux parler ou pas, mais. Allez, Eugénie Bastier. C'est juste un monologue, c'est pas très drôle. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a une partie des dirigeants qui ont peur du peuple et que je suis d'accord avec vous que la démocratie libérale, c'est aussi la protection des minorités, c'est pas la tyrannie de la majorité. Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un excès inverse. Vous avez une tyrannie aussi des minorités qui imposent leurs lois. Et je pense que Vance a raison de rappeler ça. La démocratie doit prendre aussi en question, par exemple, la question de l'immigration. Il en a parlé. Il a dit une phrase que moi j'ai trouvée très juste. Il a dit personne n'a voté sur ce continent pour faire rentrer des millions de personnes. Personne n'a. C'est un fait majeur de transformation de nos sociétés sur lesquels jamais le peuple n'a été consulté. Et quand parlons des sondages, puisque vous parliez des sondages sur le mariage pour tous, sur l'immigration, on voit bien que les gens sont de façon écrasante pour un contrôle des frontières et que ça ne donne pas de résultats politiquement. Deuxièmement, je pense que quand il parle de pare-feu, il a raison. Une démocratie ne peut pas fonctionner en mettant, par exemple, comme en France, 30%. Parce que c'est le score de Marine Le Pen aux dernières élections européennes, 30% du corps électoral, hors des institutions en disant on doit faire un cordon sanitaire, ils ne peuvent pas participer par exemple à l'Assemblée, ils ne peuvent pas participer au fonctionnement de l'Assemblée, avoir des rôles de dirigeants, etc. Je pense que ça ne peut pas fonctionner. Il faut intégrer cette partie des citoyens, sinon c'est antidémocratique en effet. Alors il y a deux choses. D'abord il y a le problème, trois. Premièrement,
en tant que juif, j'ai peur des majorités. De par l'histoire. Et en tant que juif, on n'est pas en sécurité face à ce que des majorités du peuple peuvent avoir dans la tête en ce qui nous concerne. Premièrement. Donc c'est vrai, je suis un lâche, j'ai vrai, vous êtes courageuse, je suis un lâche, j'ai peur parfois des pulsions des peuples. Alors l'antisémitisme ne vient pas de la majorité aujourd'hui en France, il vient d'une minorité. Attendez, ah là, vous êtes. Non, j'ai pas dit oui. Moi aussi, j'ai peur de l'antisémitisme de musulmans aussi. J'ai pas dit qu'en France, j'ai dit mais en général. Premièrement, et j'ai peur de la majorité aussi en Israël. C'est encore plus compliqué. Deuxièmement, Trump parle en Allemagne et il dit il faut que vous fassiez une alliance avec l'AfD. Même le Rassemblement national, même Madame Meloni ne veut pas faire d'alliance avec l'AfD. Et il faut voir l'histoire allemande. Et c'est vrai, je trouve... Non, mais vous parlez de Vance, il n'a pas parlé à Washington, il a parlé à Munich. Moi, je vous ai parlé du Rassemblement national. Et de dire à Munich... non, mais lui a parlé de l'AfD. Lui, vous dites c'est un discours qui nous a réfléchi. Non, c'est un discours qui est inacceptable pour la grande majorité des Allemands. Inacceptable. Et les centaines de milliers de personnes dans la rue, et je crois que Monsieur Merz, le candidat chancelier de la CDU, qui plus que vraisemblablement sera chancelier la semaine prochaine, aura déjà la majorité, après c'est des coalitions, eh bien il a raison de dire il n'y a pas de possibilité de faire de coalition avec l'AfD en Allemagne. Pas de possibilité. Et que M. Vance s'occupe de ces problèmes, mais de dire aux dirigeants allemands ce qu'il doit se faire, eh bien, c'est ce qu'il y a derrière ce discours de Vance. C'est un néocolonialisme idéologique et même un néocolonialisme de se faire d'intervenir comme ça à une semaine des élections. Mais vous vous rendez compte? Oui, mais je peux vous dire juste quelque chose. Je suis d'accord que l'ingérence en matière politique est regrettable, mais je rappellerai simplement deux choses. La première, c'est que Barack Obama, en 2017, a fait une vidéo en appelant à voter Emmanuel Macron à la présidentielle, et que dans l'entre-deux tours de 2022, Olaf Scholz et Pedro Sanchez ont signé une tribune dans Le Monde appelant à faire battre Marine Le Pen et à voter pour Emmanuel Macron, à une semaine, dans l'entre-deux tours. Donc voilà, moi je condamne toutes les ingérences. Je vais vous dire une chose. On parle de l'Allemagne. On parle d'un parti... Moi, je parle de l'ingérence en général. Attendez, moi, je vous parle de l'Allemagne. Vous pouvez parler de ce que vous voulez. Mais écoutez, de ce dont je parle moi. En Allemagne, un parti dont les services de sécurité ont dit qu'il est en grande partie néo-nazi, d'appeler à faire une coalition avec un parti néo-nazi, c'est non seulement inacceptable, mais vu le nombre de morts de jeunes Américains sur les plages de France et pour aller conquérir Berlin, c'est, vous savez, si j'étais pas poli, je dirais, c'est dégueulasse. Mais alors, allez au bout l'un et l'autre de votre question, de la réponse. Est-ce que ça veut dire que oui ou non, des partis comme l'AfD doivent être interdits? Parce que soit on est interdit, soit on n'est pas interdit, soit on participe à la démocratie. Non. Où est-ce que je finis ma question? Je finis ma question. Oui, où est-ce qu'il y a des partis? Je réponds à votre question. Je peux finir ma question. Je réponds à votre question. Danny Cohn-Bendit, tranquille, il n'y a pas de... C'est une discussion entre Non, mais vous l'avez posé, votre question. Vous l'avez posé, votre question. Où est-ce qu'on doit considérer qu'il y a des partis qui participent au débat démocratique, mais avec des contraintes qui fait qu'ils ne peuvent pas discuter d'égal à égal avec les autres? Taureau a raison, question objective. Peut-être d'abord Eugénie, je crois qu'il y a un petit retard de parole. Je vous passe la parole tout de suite, Dany, après. Non, mais je comprends totalement le traumatisme allemand, et je dois dire que l'AfD n'est pas du tout ma tasse de thé, personnellement. Je trouve qu'ils sont bien trop excessifs, et parler de remigration, par exemple, je pense que c'est complètement... ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, ils sont en voie de radicalisation, là où Marine Le Pen, par exemple, en France, est en voie de dédiabolisation, donc c'est des trajectoires très différentes. Simplement, je pense qu'il y a un effet contre-productif au cordon sanitaire, c'est que justement, plus un parti s'éloigne du pouvoir, plus il a tendance à se radicaliser, être dans un discours populiste, parce qu'il n'exerce pas le pouvoir. Et parfois, l'exercice du pouvoir, on l'a vu d'ailleurs avec Meloni en Italie, par exemple, vous recentre, en fait, parce que vous êtes au contact des réalités, notamment économiques, vous vous rendez compte que vos grands discours
discours démagogiques et populistes sont difficiles à appliquer. Et je pense que plus ces partis sont éloignés au pouvoir, plus ils sont tentés par la radicalisation, et que intégrer ces partis populistes, ça ne veut pas dire tout leur céder, mais au contraire, essayer de leur demander de faire eux-mêmes des efforts et des pas vers le compromis. C'est comme ça que fonctionne une démocratie. Et encore une fois, si jamais ce sont des partis nazis, il faut les interdire. Mais s'ils ne sont pas interdits, alors ils doivent participer au jeu démocratique. Je pense, ça me paraît logique. Oui, mais seulement il faut connaître l'état de droit allemand avant de parler comme ça. La Cour constitutionnelle allemande, vu l'histoire de l'Allemagne, a défini des règles très strictes sur l'interdiction des partis. Et c'est pas si Monsieur Rochebin ou vous, Madame, vous trouvez qu'il faut l'interdire que c'est possible. C'est juridiquement, pratiquement impossible ou très difficile en Allemagne d'interdire un parti. Donc c'est un problème. Ça a été fait, je crois. Il y a des partis d'extrême droite qui ont été interdits, pourtant. Non, mais ça, c'est... Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a le NPD qui n'a pas été interdit avec l'argument que il y a que des groupuscules, des groupuscules violents qui ont été interdits. Alors, ramenons à la France. Le dernier parti, attendez, c'est plus compliqué que ça. Vous posez une question, attendez les réponses. C'est quand même comme ça. Le dernier parti qui avait été interdit en Allemagne, c'était le Parti communiste allemand, dans les années 50. C'est le dernier parti interdit. Et là-dessus, il y a eu un grand débat sur l'utilité ou la non-utilité de ce genre de choses. Deuxièmement, il faut bien comprendre, le problème, c'est pas d'interdire à l'AfD d'aller au Parlement. L'AfD est au Parlement, participe à la campagne électorale, participe aux interventions à la télévision, elle est partout, elle parle, elle représente, mais les partis politiques ont quand même le droit de dire avec qui ils veulent faire des coalitions ou pas. C'est quand même le minimum des choses. Le minimum des choses. Alors, en France, il y a un autre exemple. Pendant des années, des gens de votre tendance politique ont jugé incongru que François Mitterrand ait fait une alliance avec le Parti communiste français. Alors parlons-en, Danny Cohn-Bendit, pardon de vous interrompre. C'est pas une conférence, Danny Cohn-Bendit, donc on peut quand même s'interrompre et discuter, si vous permettez. L'exemple du Parti communiste français. Parti communiste français qui touchait l'argent de Moscou, qui défendait le régime antisémite et très menaçant de l'Union soviétique, qui est entré au gouvernement français dans les années 80. Est-ce qu'on doit considérer que le même genre d'ouverture est possible avec le RN aujourd'hui, et comme vous dites que ça créerait peut-être une normalisation, ou est-ce que c'est dangereux ? Moi, j'ai bien des choses à reprocher au Rassemblement national et notamment leur programme économique que je trouve absolument pas réaliste. Mais je pense qu'il devrait effectivement, il ne devrait pas y avoir ce qu'on appelle ce cordon sanitaire qui est une sorte de religion qui n'a rien de réaliste, qui n'a rien de pragmatique et qui ne repose plus que sur des grandes incantations morales et pas sur la réalité. Donc des ministres RN dans un prochain gouvernement, mettons que le président, le président Retailleau en 2027. Écoutez, entre Bruno Retailleau aujourd'hui et Marine Le Pen, quelle est la différence ? Quelle est la différence sur l'immigration, sur les sujets qui diabolisent normalement le RN ? Il n'y en a aucune. Soyons honnêtes, il faut être un minimum honnête. Donc pourquoi Bruno Retailleau aurait le droit de rentrer dans un gouvernement et pas Marine Le Pen ? Tout ça est un spectacle, est un cirque organisé. Et je pense que plus on met en dehors de l'exercice du pouvoir les partis populistes, plus ils ont tendance à se radicaliser dans la démagogie. Et c'est contre-productif pour tout le monde. Danny Cohn-Bendit, là-dessus, le RN au gouvernement un jour ? Écoutez, si Bruno Retailleau est élu président de la République, le RN sera au gouvernement. Si d'autres forces sont élues, elles ne seront pas au gouvernement. Ça dépend de l'orientation politique. Alors, vu le scrutin, disons la démocratie un peu autoritaire présidentielle française. Mais les partis politiques, disons la démocratie chrétienne allemande aujourd'hui, ne veut pas, elle exploserait s'il y avait une coalition avec l'AfD. L'avantage ou l'intelligence de François Mitterrand, c'était d'avoir négocié un programme commun qui avait gommé beaucoup de choses des communistes. Les communistes ont été réduits à une social-démocratie un peu radicale. Voilà. Le problème, c'est si vous reprenez les thèses communistes des uns ou de l'extrême droite des autres, alors là, moi, je suis contre. Mais à part ça, ça dépend. Si vous avez un président du centre-gauche ou du centre, eh bien, il n'y aura pas de Marine Le Pen, il n'y aura pas des ministres d'extrême droite. Si c'est Retailleau ou si c'est Wauquiez, il y aura des ministres d'extrême droite. C'est comme ça. Ça dépend aussi de la sensibilité de qui sera majoritaire
par exemple, au présidentiel en France. La révolution culturelle Vance, Trump, Musk, au-delà des questions même étroitement partisanes, etc. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Écoutez Vance qui ironisait sur le thème, il se moque, n'est-ce pas ? Il se moque littéralement des Européens en prenant l'appui sur Greta Thunberg. Écoutez-le. Et croyez-moi, je le dis avec humour, si la démocratie américaine peut survivre à 10 ans de gronderie de Greta Thunberg, vous pouvez survivre à quelques mois d'Elon Musk. Mais ce à quoi la démocratie allemande, ce à quoi aucune démocratie, qu'elle soit américaine, allemande ou européenne, ne survivra, c'est de dire à des millions d'électeurs que leurs pensées et leurs préoccupations, leurs aspirations, leurs demandes d'aide ne sont pas valables ou ne méritent même pas d'être prises en considération. Est-ce qu'on assiste à une révolution culturelle de droite ? C'est idiot. C'est idiot. C'est idiot. Est-ce que je dois prendre en considération 30% des Allemands qui avaient voté pour Hitler ? Mais non. La réduction des termes devrait être interdite dans un débat. Il y a des démocraties, et moi je trouve qu'il était juste de ne pas prendre en considération ce que demandaient ceux qui votaient pour le stalinisme français, qui avait été jusqu'à 30%. Jacques Duclos, aux élections présidentielles, a eu 32%, si je ne m'abuse. Donc oui, il y a des forces politiques, des contenus politiques que je peux refuser et que le reste, les 70%, les autres, ont droit de faire une majorité sans ces conceptions politiques qu'ils peuvent J'aimerais quand même qu'on puisse faire un débat sans faire de la réduction ad Hitlerum, la réduction ad Stalinum. Je pense que les choses ont changé quand même. Et pour vous répondre à cette question, oui, je pense que nous assistons à une forme de contre-révolution culturelle. C'est la fin d'un cycle d'ailleurs ouvert par Daniel Cohn-Bendit entre autres en 1968, un cycle progressiste, effectivement, d'extension illimitée des droits individuels, finalement de contre parfois ce qu'on a appelé le progressisme, effectivement, et qui a trouvé. Et je pense qu'aujourd'hui il y a un retour de balancier historique vers davantage de conservatisme. Et J.D. Vance, il est très intéressant là-dessus parce que il est très différent de Musk d'ailleurs. Ces deux tendances de la droite. Musk est plutôt libertarien, il veut moins d'État, etc. Vance c'est vraiment un conservateur post-libéral. Il se définit comme il fait partie de ce qu'on appelait les post-libéraux. Est-ce qu'il y a une volonté de conquête Chez Mélanie, on dit ça. Chez beaucoup d'Américains, on dit ça. Ils appellent ça l'international progressiste. Est-ce qu'ils veulent la peau, objectivement, comme ils l'ont eu à peu près Emmanuel Macron parle d'international réactionnaire. Voilà. Donc chacun, effectivement, voit son grand complot international. Non, mais moi, je pense qu'il y a tout simplement un mouvement, effectivement, qui dépasse les frontières partout en Occident. On voit les mêmes réactions. Il y a une espèce de retour à un besoin d'ordre, de limites, et à la fois d'ordre et de liberté d'ailleurs. C'est les deux valeurs d'ailleurs de droite. Allez au bout de votre pensée et provoquez un peu Cohn-Bendit. Vous pouvez y aller. Vous savez, il est solide. Il en a vu d'autres, Cohn-Bendit. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'histoire aujourd'hui est davantage dans votre sens que comme elle l'était dans le sens de Cohn-Bendit en 68 ? Ah, tout à fait. Je pense que Cohn-Bendit appartient au vieux monde, sans offense, mais et que c'est la révolution qu'il a portée à cette époque. Parce que peut-être d'ailleurs que la société en avait besoin, parce qu'il y avait un ordre écrasant et qu'il y avait une soif de liberté. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a un retour à besoin d'ordre, de limites, de contrôle des frontières, de retour sur cette mondialisation anarchique qui a nui aux classes moyennes occidentales. Et effectivement, il y a comme ça des retours de balancier dans l'histoire. Et Daniel Cohn-Bendit va devoir céder sa place. Dany. De toute façon, vous savez, à 80 berges, je ne vais pas céder une place. Non, mais sérieusement, Daniel Cohn-Bendit, c'est un peu ridicule. Je vais céder ma place. J'ai déjà cédé. Oui, vous pouvez prendre ma place si vous voulez contre Luc Ferry à LCI, mais j'ai pas d'autre place. J'ai pas d'autre place. Oui, je sors un livre. Parce que vous représentez, pas de vous. Madame, attendez, soyez calme. Moi, je suis très calme, c'est vous qui vous énervez. Je viens, moi, pas du tout. Alors là, vraiment, j'en ai rien à cirer que vous dites que je vais cirer ma place, puisque ça fait longtemps. Oui, parce que, vous savez, madame, quand je vous regarde... Moi, je vous méprise pas comme ça, c'est tout. Moi, je vous méprise un peu. Le contenu de... Alors, Daniel Cohn-Bendit, non, pardon. Je suis obligé de vous interrompre. Restez correct. Personnellement, mais je méprise... Personne ne méprise personne ici, s'il vous plaît, Daniel Cohn-Bendit. Non, mais on peut mépriser des contenus.
Oui. On peut mépriser des Vous avez dit je vous méprise. Moi, je méprise. Oui, je méprise. Oublions ça. Je méprise. Allons voilà. d'avant. Alors, encore sur le fois, fond, est-ce qu'il y a une révolution? Pardon de vous Attendez, interrompre. j'ai pas répondu. Danny Cohn-Bendit, c'est moi qui mène ce débat, que ça vous plaise ou non. Donc, sur le fond, est-ce qu'il y a effectivement une forme de révolution conservatrice qui est en marche? Est-ce que Vance, Trump et Musk veulent vraiment changer l'Europe? Et comme le dit Eugénie Bastier, d'une certaine manière, comme vous avez été en 67-68 dans ce grand mouvement de gauche venant des Amériques, est-ce qu'aujourd'hui il y a un autre mouvement? Je vous en prie. Vous répétez, jeune homme, je réponds maintenant à cette question. Oui, il y a un mouvement, un contre-ballon. Oui, il y a une contre-révolution en marche. Oui, il faut s'opposer à cette contre-révolution. Oui, Trump et les nationalistes veulent déconstruire l'Europe. Seulement voilà, maintenant nous avons tous un problème. Comme le dit Timothy Snyder, Trump, Musk et Vance veulent coloniser l'Europe et des États européens. Et que si nous défendons pas en tant qu'Europe, eh bien nous serons des colonies des États-Unis. Car nous n'avons pas la possibilité, ni la France seule, ni l'Allemagne seule, ni l'Angleterre seule, ni la Lituanie seule, ni le Luxembourg. Alors on peut se faire acheter, mais si on se fait acheter, on est une colonie. Et je crois que dans la prise, l'offensive de Vance, l'offensive de Musk, et cette offensive passe par l'AfD. Pourquoi ? Parce que l'AfD a en Europe et en Allemagne le programme le plus clair pour sortir de l'euro et sortir de l'Union européenne. Donc, soutenir, et Musk et Vance sont appelés à voter pour l'AfD. Soutenir un parti qui veut, il a rencontré, vous vous rendez compte, il a rencontré Madame Weidel à Munich. Bon, je dis simplement, les Européens, les Européennes et les Européens qui ont construit une collectivité grâce à des personnalités comme Adenauer, De Gaulle, François Mitterrand, Helmut Kohl, etc. Si nous laissons faire cela, eh bien c'est notre indépendance collective qui est en jeu. Donc c'est pas un jeu, cette contre-révolution, elle aura un prix incroyable pour nous, Européens, c'est la perte de liberté et d'autonomie. Mais justement, vous dites que les Américains veulent nous coloniser. Moi, j'ai l'impression, j'ai entendu l'inverse. J'ai entendu le fait qu'ils ne voulaient plus nous protéger, au contraire, et qu'ils voulaient nous laisser nous défendre nous-mêmes. Ce qui n'est pas vraiment la définition d'une colonisation, puisqu'ils veulent arrêter justement de financer la protection de l'Europe et la défense européenne. Au contraire, saisissons cette occasion pour nous défendre nous-mêmes. Et là, peut-être qu'on sera d'accord. C'est que moi, je suis d'accord qu'il faut que l'Europe consolide sa défense, qu'elle apprenne à se défendre et ne plus dépendre justement des États-Unis pour sa défense. Et j'ai envie de dire, pourquoi attendre toujours le pire moment pour le faire, c'est-à-dire quand on est au pied du mur. C'était dans le programme de Trump de se retirer de la guerre en Ukraine. C'était annoncé depuis des mois et des mois. Il a gagné en novembre dernier. Et là, on a l'impression de tomber notre chaise en disant oh là là, mais il va faire ce qu'il a dit. Bah oui, contrairement à beaucoup d'hommes politiques européens, il fait ce qui était dans son programme. Et J.D. Vance a fait un discours en avril 2024 au Congrès qui a été très remarqué sur l'Ukraine. Et il dit exactement ça. Il dit et pour le coup, je veux dire, moi, je serais américaine. Je dis pas que c'est pareil qu'en Europe. En Europe, on a des intérêts à la guerre en Ukraine. On a des intérêts à ce que Poutine perde cette guerre. Mais pour un Américain moyen, il disait, J.D. Vance, ça n'est pas notre guerre. Nous sommes allés en Irak, c'était une erreur. Et cette guerre en Ukraine n'est pas notre guerre. Nous n'avons pas payé pour ça. On peut le comprendre du point de vue de l'Américain. Après, du point de vue de l'Européen, c'est différent. Mais pourquoi avons-nous attendu de dépendre à ce point des États-Unis et pour le coup, je suis pas d'accord avec le fait, ce que vous dites sur le fait qu'ils veulent nous coloniser. Au contraire, ils veulent se retirer. Non, il y a deux choses. Là, vous avez raison qu'ils veulent se retirer. Et c'est vrai que l'Europe a trop longtemps, mais parce que les souverainistes européens n'ont jamais voulu entendre parler pendant longtemps d'une souveraineté européenne, et qu'aujourd'hui nous comprenons que la souveraineté nationale ne se défend pour nous que par la souveraineté européenne. Les Américains, aujourd'hui, ont peur d'une entité politique européenne qui soit la seule à pouvoir s'opposer aussi bien au bloc soviétique, au bloc chinois et au bloc américain. Et je crois que c'est pour ça qu'ils doivent déconstruire l'Europe, c'est-à-dire affaiblir l'Europe. Si, par exemple, l'Europe, les Américains
avec les taxes aux frontières, etc., le seul espace politique aujourd'hui et économique capable de s'opposer à cela, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Et d'appeler à voter, comme Musk l'a fait, en participant par géoconférence au congrès de l'AfD, c'est justement d'appeler à la déconstruction. Coloniser, ça veut dire affaiblir. Et il est évident que, d'autre part, et c'est vrai que nous avons été, c'est le général Yakovlev qui le disait il y a 10 minutes à votre antenne, nous avons été des infantiles je suis d'accord. à ne pas voir que notre défense dépendait que de nous-mêmes. Et ça, ce sont les erreurs aussi de Madame Merkel et toute une partie des forces politiques. Mais voilà. J'aimerais vous le relancer, si vous permettez, l'un et l'autre, sur ce que disait Jean-Noël Barrot tout à l'heure sur notre antenne. Il y avait une partie de Nostra Culpa où il disait « on a été trop méprisants, il y a eu une forme d'arrogance des élites ». Pourquoi dire cela ? Est-ce qu'effectivement il y a un retour de balancier, selon vous, en la personne de Trump, de Musk, de Vance, il y a eu un excès dans l'autre sens ? Pourquoi Barrot dit ça ? Et est-ce que vous partagez ce point de vue ? J'ai pas entendu exactement ce qu'il a dit, mais effectivement, oui, je pense qu'il y a une forme d'arrogance, en tout cas de déni des réalités. Vous savez, quand il y a eu le Brexit en 2016, ça fait 10 ans qu'il y a eu le Brexit. On a cru que c'était une sorte de parenthèse, d'erreur historique, que c'était la faute des réseaux sociaux. On n'a pas voulu voir qu'il y avait une révolte profonde, effectivement, appelez ça comme vous voulez, du peuple, de la classe moyenne déclassée, contre ce qu'était en train de devenir l'Union européenne, c'est-à-dire un ensemble très normatif qui ne prenait pas en considération la volonté populaire. Et moi, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut que l'Europe pèse dans le monde face à la Chine et aux États-Unis et qu'on ne peut pas s'en sortir seul en tant qu'État-nation. Mais j'ai de gros doutes sur la capacité de pouvoir prendre des décisions efficaces à 27. Je pense que c'est extrêmement complexe, extrêmement illusoire. On le voit d'ailleurs dans l'attitude face aux États-Unis, puisqu'on n'a pas tous le même rapport aux États-Unis en Europe. Et je suis le mastodonte technocratique et sclérosé qu'est devenu l'Union européenne. Je doute de sa capacité à prendre des décisions efficaces et rapides en temps de crise. Et moi, je serais pour qu'on soit une grande puissance, mais on est à 27. Je pense que c'est extrêmement compliqué d'agir dans le monde d'aujourd'hui. Oui, mais l'erreur que vous faites, c'est que justement, nous sommes à un moment historique où l'offensive du trumpisme, masculinisme à la sauce vandesque, eh bien, cette offensive ressemble à la vieille offensive bolchevique. On a la force et on fait ce qu'on veut. C'était d'ailleurs l'erreur des Américains avec l'Irak. On a la force, donc on fait ce qu'on veut. Et je crois qu'aujourd'hui, si on ne veut pas subir cette folie idéologique qui est en train de souffler partout, eh bien, nous allons payer cher. Alors, vous avez dit Madame Meloni. Madame Meloni, c'est vrai, sur l'Europe, elle a dit, elle fait une campagne électorale, je vais sortir de l'euro et je vais sortir de l'Europe. À peine élue, elle n'a pas fait ce qu'elle a dit. Elle n'a pas fait campagne là-dessus. Elle était quand même déjà. Elle l'a dit. Elle l'a dit pendant la campagne. Deuxièmement, Madame Meloni a une campagne, si vous voulez, une contre-révolution sur quelque chose qui vous plaît évidemment, sur la famille, sur le droit de la famille, sur l'organisation familiale et tout ça, qui est une contre-révolution qui va à l'encontre des émancipations, des conquêtes d'émancipation qui ont eu lieu depuis une cinquantaine d'années. Donc c'est vrai qu'il y a un retour. Vous parlez de quoi ? De l'interdiction de la GPA ? Quelque chose. Non, c'est tout l'enseignement. Je ne crois pas que ce soit contre l'émancipation, l'interdiction de la GPA, par exemple. Je pense que c'est plutôt pour l'émancipation des femmes. J'ai pas parlé de la GPA. Non, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous regardez son programme pour les écoles et les universités en ce moment, ce qui se passe, et la culture, tout ce qu'elle sabre en culture, tout ce qu'elle sabre, c'est-à-dire de revenir idéologiquement sur des évolutions qui ont eu lieu dans la société italienne. Troisièmement, ce qui est intéressant, et le problème de Madame Meloni, c'est que tout le monde le donne en exemple sur l'immigration, et elle se fait retoquer maintenant pour la 3e fois avec son programme d'expatrier, si on veut, certains révolutionnaires. Alors, elle dit, mais la justice n'a pas le droit de faire ça. Et on en revient à la conception de la démocratie de ces forces politiques, que ça soit Madame Meloni, que ça soit l'AfD ou peut-être le Rassemblement national, c'est l'état de droit
est-il là pour encadrer la politique ou simplement il doit subir les évolutions des majorités? C'est ce que croit Madame Meloni, c'est ce que croit Monsieur Trump et c'est ce que croit l'AfD. Et vous pouvez choisir ce que vous croyez. Non mais écoutez, qui est aujourd'hui un nœud, ce que Marcel Gauchet appelle d'ailleurs le nœud démocratique, c'est-à-dire le fait que aujourd'hui, ce que les peuples décident ou même les représentants des peuples décident soit censuré par des cours suprêmes au nom d'une, non pas de l'état de droit, mais d'une vision, d'une interprétation du droit extensive dans le sens d'une extension des droits individuels. Je pense par exemple à une décision du Conseil constitutionnel qui interdit, qui fait qu'aujourd'hui Robert Ménard pourrait être condamné parce qu'il refuse de marier un immigré au QTF dans sa propre mairie et au nom d'une décision qui a fait jurisprudence du Conseil constitutionnel qui s'appuie sur un texte datant de 3 siècles, Robert Ménard pourrait être condamné. C'est absolument scandaleux parce que ça contredit une autre décision souveraine qui est l'OQTF. Pareil, la décision, il y a une loi immigration qui a été votée au Parlement français par des députés qui ont été élus démocratiquement, qui a été censurée en grande partie par le Conseil constitutionnel sur des motifs qu'on peut contester. D'ailleurs, Jean-Éric Chautol, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, l'a contesté. Ce n'est pas un dangereux populiste, un factieux. Il l'a dit en droit. Les juges ont interprété de façon extrêmement large. Et aujourd'hui, oui, je pense qu'on peut parler de gouvernement des juges dans certains cas, où effectivement, les juges interprètent le droit de telle façon qu'ils enserrent la volonté populaire et qu'ils empêchent les politiques de pouvoir agir sur des sujets. Et oui, c'est aller trop loin dans un sens, et il est temps de rétablir, la démocratie dans l'autre sens. Qui rétablit, encore une fois, je serais débile de dire les juges ont toujours raison. Seulement, le problème, il est que vous ne pouvez pas, en tant que politique, remettre en cause les droits de la justice. Vous pouvez faire évoluer les lois, vous pouvez voir comment vous faites évoluer, si vous voulez, la Cour en France, mais par exemple aux États-Unis, le fait est qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle américaine est aux mains du pouvoir. Oui, 6 contre 3. Et donc, c'est politiquement et démocratiquement dangereux. Pourquoi c'est dangereux ? Une Cour constitutionnelle... Avant, elle était dans les pouvoirs des démocrates, elle était dans les mains des démocrates. Non, elle n'était pas... Non, justement, elle n'était pas aux mains des pouvoirs démocratiques, des démocrates. Justement, les juges de la Cour constitutionnelle s'émancipaient des forces politiques. Et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle américaine... Attendez, la Cour constitutionnelle américaine... Vous ne pouvez pas dire les juges ne sont pas bien quand ils ne sont pas d'accord avec moi, c'est pas possible. Si, c'est possible. Le droit est au-dessus des volontés politiques. Le droit a une autre logique. Le droit a une autre logique que la logique politique, que la logique populaire. C'est pour ça qu'il y a la séparation des pouvoirs. Si tout était identique, il n'y aurait pas besoin de la séparation des pouvoirs. Eugénie Bastier et Danny Cohn-Bendit. À mon sens, j'ai 2 thèmes à vous soumettre encore. Dieu et l'argent. On va commencer par Dieu, un peu de transcendance, voilà, pour vous plaire ou vous déplaire. Ensuite, on parlera des très grands patrons et des très grandes fortunes en France, puisqu'il y a une initiative qui provoque le débat. D'abord, Dieu, le grand retour de Dieu, parce que Trump, peut-être un peu moins, mais Vance en particulier, Trump c'est plus discutable, mais Vance est cette Amérique qui revendique, il y a beaucoup d'articles de lui, alors il invoque Saint-Augustin, il invoque une espèce de dépassement conservateur, ultra conservateur. Il y a les références qui explosent à Dieu, toutes ces images de prière de toutes ces Trumpistes, notamment du nouveau speaker de la Chambre, etc. Est-ce que tout ça vous fait peur, comme souvent d'ailleurs en Europe, où là la question est un peu taboue, ou est-ce que ça vous réjouit qu'il y ait une sorte de retour de Dieu en politique, y compris dans des démocraties libérales? C'est une démocratie libérale, on ne parle pas d'une théocratie. Bon, je crois que déjà, aux États-Unis, Dieu n'était jamais parti. Enfin, c'est là où c'est très différent de l'Europe. C'est une société encore religieuse, même si le nombre d'athées ne cesse de grandir. Mais ce qui est intéressant, je trouve, chez Vance, c'est que c'est un catholique et aujourd'hui, il y a une surreprésentation des catholiques parmi les conservateurs et les penseurs conservateurs américains, tout simplement parce que le protestantisme américain s'est rallié au progressisme. Par exemple, sur les 6 juges conservateurs de la Cour suprême américaine, vous en avez 5 qui sont catholiques, qui n'est pas du tout en proportion de la population. Est-ce que vous avez la nostalgie de ça en Europe? Quand on lit les discours de Churchill ou de De Gaulle, par exemple, pendant la guerre, ils font référence beaucoup aux idées chrétiennes. Ils disent c'est un combat du monde chrétien civilisé contre la barbarie nazie. Aujourd'hui, les temps ont changé. Dans la vie politique, on n'aime pas ça en France et en Europe, assez peu, en tout cas pas en France. Est-ce que quelque chose doit vous inspirer? Au contraire, est-ce que ça reste pour vous quelque chose qui doit rester en dehors?
Écoutez, oui, moi, en tout cas, je ne voudrais pas qu'on devienne comme les États-Unis, mais je pense que on devrait se rappeler de nos racines chrétiennes, effectivement, parce que une société ne peut pas survivre sans transcendance et sans racines. Elle a besoin de venir de quelque part, et la nature ayant horreur du vide, si cette transcendance n'est pas occupée, quelque chose viendra prendre sa place, et on le voit aujourd'hui en Europe, et souvent d'ailleurs, en France, les grands résistants ont été chrétiens parce que, une partie, bien sûr, il y a eu d'autres tendances, mais parce que je crois que pardon? Oui, il y a eu les communistes. Oui, bien sûr, il y a eu les communistes, mais il y a eu aussi une grande partie il y a eu une résistance catholique, parce que je crois que quand on a quelque chose au-dessus de soi, il y a eu aussi une collaboration catholique. Pardon? Il y a eu aussi une collaboration catholique. Il y a eu quand même de grands catholiques dans la résistance. Oui, mais il y a eu le pape qui a collaboré et qui n'a pas voulu condamner Hitler. Il n'a pas collaboré. On peut l'accuser de mais il n'a pas condamné. Alors que sa voix aurait été importante. Il n'y a rien à défendre. C'est un vaste débat. Il n'y a rien à défendre. Non, c'est un débat très clair. Non, mais moi, premièrement, je n'ai pas de racine catholique. Je n'en veux pas. Ma racine, c'est l'émancipation et l'évolution de la démocratie. Chacun choisit et j'implante ces racines dans ma pensée. Je n'ai pas besoin, mais je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de la religion. Mais je veux que quand on prend une décision sur la fin de vie, par exemple, je n'accepte pas que quelqu'un, au nom d'une religion, que ça soit juive, que ça soit chrétienne, protestante, musulmane, veuille m'interdire mon choix de fin de vie. Je dis que ce n'est pas à leur religion de m'imposer. Moi, que je respecte tous les religieux qui ne veulent pas de fin de vie, qui ne veulent pas eux-mêmes en finir avec leur vie. Ils ont le droit, mais ils n'ont pas le droit de m'en empêcher, moi. Donc le retour de la religion, c'est le retour d'une morale qui veut m'obliger à voir comme eux. Et ça, quand c'est aux mains d'un gouvernement, c'est très dangereux. Mais ce que je trouve aux États-Unis, alors là, pitoyable, c'est qu'un menteur patenté utilise maintenant la religion pour élargir son pouvoir. Donc ça, c'est assez compliqué. Donc moi, je suis absolument laïque et je dis le retour, c'est pas le retour. On peut dire il faut un retour d'éthique. On peut dire qu'il faut un retour de solidarité, qu'il y a un manque d'éthique en politique, mais pas l'éthique définie par n'importe quelle religion. N'importe laquelle religion. Par contre, là, vous parlez de morale, mais aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant justement de morale. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'on est dans une société déchristianisée qui refuse toute transcendance, et pourtant le blasphème est partout. La liberté de penser n'a jamais été aussi étouffée. On dit à la moindre chose, c'est considéré comme un dérapage, comme une forme de blasphème absolu. Et j'ai le sentiment qu'on n'est pas dans une société qui est moins coercitive sur le plan du catéchisme auquel il faut obéir, sauf que c'est le catéchisme chrétien a été remplacé par le catéchisme progressiste et le catéchisme des droits de l'homme. Mais c'est la même transcendance. Et en fait, une société ne survit pas sans avoir des valeurs substantielles juste sur la liberté. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Vous voulez dire, par exemple, qu'en France, on a une conception de la laïcité, par exemple, en France, qui est extrêmement substantielle, qui tient à notre histoire, notre culture, que les autres pays n'ont pas, et qui ne comprennent pas d'ailleurs notre vision de la laïcité. C'est pas juste la liberté de faire Madame, il y a quelque chose vous voyez comme les raccourcis dans votre discours. Je n'ai pas dit que chacun peut faire ce qu'il veut. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, sur une histoire très claire, la fin de vie et la possibilité, ma possibilité, d'en finir avec ma vie si à un moment, je suis en perte d'autonomie et je ne veux plus. Eh bien, cette liberté, d'ailleurs, la Cour constitutionnelle allemande a défini que c'est une liberté fondamentale. Et je crois que c'est vrai, c'est une liberté. Et je ne veux pas que dans ce débat, j'accepte la morale religieuse qui dit si vous êtes chrétien, si vous êtes juif, si vous êtes musulman, si vous êtes protestant, vous n'avez pas le droit. Très bien, c'est leur rôle. Mais c'est pas leur rôle de dire « et toi ?» tu n'as pas le droit, même si tu n'es pas chrétien, même si tu n'es pas ceci. C'est là c'est ce que je discute. Vous savez, C'est pas n'importe quoi.
Non, ne dites pas ça, c'est pas n'importe quoi. Je peux vous répondre à ça c'est au plus précisément. profond de ma vie. Je peux vous répondre. Il y a un arrêt du Conseil d'État qui s'appelle l'arrêt Morsan-sur-Orge et qui dit que le lancer de nains est interdit parce que les nains étaient d'accord pour être lancés. Personne ne leur a imposé ce choix. Ils avaient dit je suis d'accord. Mais on a considéré que c'était contraire à la dignité humaine parce que même s'ils le voulaient, eh bien, on considérait qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la dignité humaine qui était au-dessus de la volonté individuelle. Je pense que c'est un peu le même débat sur la fin de vie, même si on pourra en débattre, c'est un autre sujet. Et c'est pas la même chose d'ailleurs de vouloir la fin de vie pour soi et de demander à un soignant à l'hôpital de l'octroyer. Eugénie Bastier, on arrive au terme de ce débat. Merci beaucoup. On poursuivra la discussion. Merci encore Eugénie Bastier de remplacer provisoirement Luc Ferry. On retrouvera dans quelques instants. Merci aussi beaucoup à vous, Danny Cohn-Bendit, d'être là en direct de l'un et l'autre. On fera un débat sur l'existence de Dieu une prochaine fois, si tant est qu'on puisse en faire un. Et dans quelques instants, je vous recommande Guillaume Auda qui va recevoir notamment Pierre Servan. À tout de suite.